Pour mettre en place un dialogue structuré jeunesse en Bretagne, l'enjeu principal est de mettre tous les acteurs de jeunesse autour de la table. Mais qui sont les acteurs de jeunesse aujourd'hui ? Je suis éducatrice de rue à la prévention spécialisée. Animatrice dans un accueil communal. Je suis conseiller en insertion pro en mission locale. Monitrice éducatrice dans un centre social. Animatrice en résidence jeunes travailleurs. Je suis éducatrice spécialisée dans un PAEJ. Je suis éducateur sportif dans un IME. Je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée. La région Bretagne et ses partenaires du plan breton de mobilisation pour les jeunesses vous présentent les cafés coop jeunesse. Venez à la rencontre des acteurs jeunesse des territoires, une fois par mois, le vendredi, après la pause déjeuner. Bienvenue. Bienvenue dans ce Café Coop Jeunesse, notre rendez-vous du début d'après-midi pour découvrir les acteurs et actrices jeunesse en Bretagne. Donc à travers ces rendez-vous, on questionne les partenariats et les coopérations qui sont mises en place sur le territoire. Pour ceux qui nous écoutent, pensez à bien éteindre micro et caméra. Les cafés coop sont enregistrés et ils seront rediffusés sur la chaîne YouTube du plan de mobilisation. Le lien vous sera d'ailleurs envoyé dans le chat. Et pour le chat aussi, vous pouvez l'utiliser pour poser toutes vos questions qui vous viennent au fur et à mesure de ce café et mes collègues pourront nous les relayer à la fin des échanges. Aujourd'hui, donc pour ce café coop, on va découvrir les CJC, donc les consultations jeunes consommateurs. Et donc, on aura les éclairages de Anita Mangal, bonjour, inspectrice de l'action sanitaire et sociale à l'ARS Bretagne et référente des publics en difficulté spécifique. Je ne me trompe pas. On accueille aussi Pierre Pépion et Corinne Daniel, donc du XAPA de Rennes. Donc, le XAPA, c'est le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc, Pierre, vous êtes cadre de santé et Corinne, psychologue. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet des CJC, les consultations jeunes consommateurs, Anita, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la santé des jeunes en Bretagne et plus spécifiquement peut-être du lien entre les jeunes et les addictions? Oui, alors du coup, le public jeune, donc les 12-25 ans, représente à peu près 8,11% de la population bretonne. Donc, on est sur 8,41 pour les hommes et 7,82 pour les femmes, donc une légère majorité pour les hommes. On est à peu près sur 545 000 jeunes en Bretagne. Donc, au niveau du lien avec les addictions, on note qu'à 17 ans, les jeunes bretons ont un usage de substances psychoactives qui est supérieur aux données nationales sur le champ de l'expérimentation de différents produits. Donc, par exemple, sur l'alcool, on est à 8 points supérieur à la moyenne nationale. Sur le tabac, également 8 points. Le cannabis, 6 points. Et les autres drogues illicites comme le poppers, l'ecstasy, les MDMA et le crack, on est à 3 points au-dessus également de la moyenne nationale. Donc, on voit quand même qu'au niveau de la Bretagne, il y a un niveau plus élevé que les données nationales. Il faut aussi noter que la crise du coup de la Covid-19 a renforcé les conduites addictives chez les jeunes, donc de 31% des moins de 25 ans au niveau de la Bretagne, alors qu'au niveau national, on est sur une augmentation de 26%. Donc là encore, on voit qu'il y a 5 points de différence supérieurs pour les données bretonnes. En effet, pendant la Covid, du coup, l'état dépressif, le sentiment d'isolement, la solitude, le mal-être, ça s'est traduit par une hausse des addictions et notamment chez les jeunes bretons. Et donc là, on va parler des consultations jeunes consommateurs. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que sont les CJC par rapport justement à toutes ces problématiques que vous venez d'exposer et quelles réponses elles peuvent apporter? Oui, bien sûr. Alors du coup, les consultations jeunes consommateurs, ce sont des dispositifs gratuits et anonymes, donc pour les jeunes de 12 à 25 ans, et leur entourage également. Donc quand on dit entourage, on parle souvent des parents principalement. On est sur un dispositif qui est à la frontière entre la prise en charge et la prévention. On en est au stade normalement des premières consommations avant que les addictions soient installées. Au niveau des missions, donc on est sur 4 missions principales, je dirais, donc l'évaluation de la situation médico-psychosociale du consommateur
et puis le repérage d'éventuels usages nocifs. L'information, le conseil personnalisé et puis la prise en charge brève et l'orientation de ces personnes. La CJC vise aussi à se faire connaître au niveau des partenaires et des institutions, on pourra revenir dessus plus tard, et participer également à des actions d'information et de prévention collective. Donc, au niveau des consultations jeunes consommateurs, on est à la fois sur des interventions individuelles et des interventions collectives. Et c'est réalisé par une équipe composée d'infirmiers, de psychologues, d'éducateurs spécialisés et de médecins. Et donc, c'est un dispositif. Et qui porte, en fait, quels acteurs portent ces consultations jeunes consommateurs? Alors, une consultation jeune consommateur, elle peut être portée par un XAPA, donc le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, ou une consultation hospitalière. Donc, en Bretagne, on a 36 consultations jeunes consommateurs. Tous les centres, tous les XAPA, du coup, les centres addictos, les 15 XAPA bretons portent au moins une CJC. Et en plus, on a 2 CJC qui sont portés par donc une consultation hospitalière, un centre médico-psychologique spécialisé. Voilà, on est sur 36 en tout. On est à la fois, du coup, que ce soit les XAPA ou les consultations hospitalières, on est à la fois donc, sur un accueil du public, on est sur des structures qui accueillent à la fois des publics adultes et des publics jeunes. Donc, il y a quand même une vigilance particulière au fait que ces populations ne se croisent pas, parce qu'on est quand même sur des populations qui ont des approches des consommations différentes. Ils ne sont pas au même stade de leur consommation. Donc, le but, c'est d'éviter que ces publics se croisent, et ça se traduit notamment par des modalités d'accueil qui peuvent aussi être organisées différemment pour... je pense à des salles d'attente différentes ou des choses comme ça pour éviter que ces 2 publics soient amenés à se croiser. Et du coup, par rapport au XAPA donc, qui porte des CJC, donc le XAPA de Rennes, donc Pierre et Corinne, porte une CJC. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus concrètement votre structure? Alors, pour décrire la structure, il faut regarder un peu l'environnement général. Okay. Donc, c'est vrai qu'on dépend du centre hospitalier Guillaume Régnier, donc qui est un établissement psychiatrique sur la ville de Rennes, qui lui-même dépend d'un groupe hospitalier de territoire, donc un GHT. Et après, dans ce centre hospitalier, on a toute une offre de soins sectorisés ou non sectorisés, en fait, plus ou moins en fonction du lieu d'habitation de la personne. Et nous, on est vraiment sur la partie addictologie, dans laquelle on va retrouver notamment le XAPA, donc le Centre de soins et d'accompagnement et de prévention d'addictologie. Et sur la ville de Rennes, en tout cas, on a 2 sites différents. On a un premier site qui s'appelle le XAPA Envol, et un second site qui s'appelle le XAPA Melaine. Et c'est dans ce second site que se trouve notamment la CJC, la consultation jeunes consommateurs, pour prendre cours. Et on parlait d'équipes pluridisciplinaires pour les CJC. Dans votre XAPA et peut-être dans votre CJC, comment se compose l'équipe? Alors, donc, comme le disait Madame Mangal, c'est effectivement une équipe pluriprofessionnelle, en fait. Donc, nous, on a des temps infirmiers, un petit temps médical, un temps d'éducateur et des temps aussi de psychologue, en fait. Voilà. Alors après, pour la plupart des professionnels au sein de notre CJC, nous ne sommes pas simplement sur la CJC, nous partageons aussi une partie de notre activité au sein du XAPA. Et seul là, l'éducateur, qui est donc un professionnel nouvellement arrivé dans notre structure, novembre dernier, a lui un temps vraiment orienté là sur l'activité consultation jeunes consommateurs. Et du coup, comment est-ce que, concrètement, pour un petit peu illustrer les propos d'Anita, comment est-ce que vous décririez votre cadre d'intervention, vos missions, vous, en tant qu'acteur de terrain de CJC? Comme le soulignait Madame Mangal, on est vraiment effectivement dans une mission prévention, enfin à la fois de prévention et d'accès aux soins, en fait. On est dans cette intermède-là, je dirais. Donc, effectivement, il s'agit de pouvoir intervenir à un moment où normalement les consommations ne sont pas installées, dans l'idée de pouvoir justement baliser les risques et puis peut-être amener des changements dans les pratiques.
Et, donc, du coup, comment est-ce que les jeunes sont accueillis seuls, avec leur famille? Comment est-ce qu'on accueille peut-être que les familles? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire un Alors, peu cet ça peut accueil? être très, très variable, justement, en fait. Hein. Le jeune peut venir seul. Il peut venir aussi accompagné. Parfois, effectivement, c'est pas la demande du jeune, c'est la demande du parent, de l'éducateur. Enfin, et donc, effectivement, là, on peut être amené à les recevoir ensemble. Parfois, pour les plus jeunes, on aime bien aussi avoir l'éclairage de la famille parce que, ben voilà, la demande n'est pas toujours, effectivement, vraiment celle du jeune. Par exemple, sur les pratiques des écrans, bah, souvent, c'est plutôt la plainte des parents. Donc, bon, c'est bien d'avoir cet éclairage-là. Et puis, sinon, on peut aussi accueillir les parents seuls. Hein. Donc ça, c'est effectivement une possibilité de les informer déjà du dispositif, mais aussi de pouvoir un petit peu évaluer la situation avec eux et puis pouvoir un petit peu trouver comment un petit peu apporter un changement, comment insuffler un petit peu une demande peut-être chez leurs jeunes. Voilà. Alors parfois, c'est pas toujours de se centrer d'ailleurs sur les consommations. Hein. Ça peut être aussi, ça peut être aussi d'évaluer que peut-être il y a des changements relationnels, que peut-être c'est retrouver aussi des activités à faire ensemble. Enfin, ça peut être différentes choses en fait qui peuvent aussi amener du changement du côté aussi des comportements de type addictif. Hein. Donc, c'est peut-être un peu réfléchir sur le rôle et la fonction parentale. Oui, parfois c'est ça. Prendre un peu de distance. Ouais. Dans les problématiques d'écran, on a beaucoup ces questions-là quand même. Enfin, finalement, les parents viennent parfois chercher un appui éducatif auprès de nous. Alors, bon, notre rôle est plutôt de les réinscrire justement dans un rôle éducatif. Et vous parlez des écrans, du coup, quel type d'addiction, ou est-ce qu'on, quel est le spectre en fait des addictions que vous pouvez accueillir et accompagner? Des pratiques de jeu effectivement vidéo qui peuvent être un peu excessives, voilà, qui grignotent un peu sur des temps autres. Après, ben, c'est pas toujours non plus catastrophique. Enfin, il y a parfois aussi, on a ce rôle de pouvoir aussi permettre aux parents d'évaluer aussi est-ce que ça entraîne des effets vraiment dans la sphère plus générale du jeune, est-ce qu'il continue voilà, à fonctionner correctement sur le plan scolaire, est-ce qu'il continue à avoir ses amis, à avoir des activités extrascolaires. Alors, bien sûr qu'il y a aussi toute une limitation à travailler, hein, parfois avec eux, mais voilà, donc ça peut être aussi d'essayer de travailler avec le jeune et les parents pour trouver des modalités aussi de changement. Enfin, comment chacun peut consentir un petit peu à quelque chose qui peut, voilà, c'est-à-dire un peu. Et comment est-ce que vous alliez le collectif et l'individuel? Anita parlait de ces deux approches. Oui, tout à fait. Ben, l'idée du collectif, voilà, c'est d'amener aussi une connaissance, enfin, donc, d'aborder voilà, les risques qui peuvent être liés à certaines consommations. Voilà, de ne pas forcément non plus dramatiser, mais de dire qu'il y a quand même certains risques par rapport à l'utilisation de produits ou la régularité de certains usages. Donc nous, les actions de prévention, on les pense plutôt dans le cadre d'actions collectives qu'on mène souvent avec des établissements, par exemple, avec qui on a un partenariat. Parce qu'on a déjà fait connaissance ensemble, on a déjà pensé un petit peu les choses. Il faut qu'il y ait aussi des liens avec les professionnels des structures pour que ça puisse aussi prendre un petit peu de forme, j'ai envie de dire, et de sens. Et puis, l'idée, c'est aussi d'amener ces jeunes à venir nous rencontrer dans l'après. Sur les actions collectives, par exemple, à Rennes, on intervient sur les jeunes en contrat engagement jeune. Et là, c'est sur des modules en fait de groupe et on s'inscrit en fait dans des actions avec l'association Liberté Couleur qui a une action de prévention, voilà, qui est une association de prévention. Et du coup, si on revient sur l'approche individuelle, comment se passe le premier accueil d'un jeune?
Ça dépend. Je reviens ce que dit Corinne, c'est que en fait, il y a l'idée de mettre un focus à un moment donné sur la thématique des addictions. Souvent, pour certains partenaires, ça va passer d'abord par la modalité groupale, où on va déjà discuter des choses, essayer de donner des informations précises, d'éclairer un petit peu sur certaines situations de consommation et autres, dans l'idée où après les personnes peuvent venir nous voir en individuel, puisque c'est venu un peu questionner quelque chose, ou finalement répondre à une interrogation chez eux déjà. Ça peut être pour, par exemple, je prends un jeune, ça peut être pour lui-même ou pour quelqu'un dans son entourage aussi, quoi. Des fois, ça peut avoir ce retentissement-là. Ça, c'est une des manières un peu d'entrer et d'accueillir quelqu'un. Donc souvent, s'il y a déjà eu du groupe en amont, il y a déjà un premier contact qui s'est créé. Et après, il y a d'autres modalités d'accueil, plutôt en individuel directement. Et donc là, la personne peut venir nous rencontrer donc de manière anonyme, donc après dans des espaces aussi neutres. Je pense par exemple au 4 bis à Rennes, dans lequel l'équipe peut faire des permanences. Dans quel cas, la personne peut venir, possiblement sans rendez-vous, pour nous rencontrer et pour échanger. Et après, c'est tout le professionnalisme de l'équipe qui fait que les personnes vont se sentir accueillies aussi, vont réussir à discuter un peu des choses, vont pouvoir un peu être attentifs sur la thématique des addictions aussi. Et parfois, comme on disait tout à l'heure aussi, il y a besoin d'un intermédiaire dans la boucle. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeune qui vient nous voir de manière spontanée, directe. Et après, parfois, en fonction de l'histoire de vie de la personne ou autre, on peut avoir aussi une tierce personne qui arrive, qui peut être un peu personne rassurante aussi, et qui peut venir aussi sur ces premiers temps de consultation-là, pour un peu favoriser l'accroche, créer du lien aussi. Et donc, voilà, c'est plein de modalités finalement différentes qui existent. Et puis après, c'est dans le moment d'entretien que la relation va se créer et que les échanges vont se créer aussi. C'est très individualisé aussi après. C'est vrai que ça, voilà, ce que tu dis autour de, effectivement, certains professionnels qui peuvent accompagner, qui aident aussi à la prise. Alors parfois, c'est même pas être au rendez-vous, mais c'est d'accompagner sur le lieu, ça peut être rassurant. Enfin, voilà, il y a cette dimension-là. Et juste pour le collectif aussi, je voulais rajouter aussi que ce qui est intéressant et important, c'est peut-être de partir aussi de ce que connaissent les jeunes aussi, de leur... parce que effectivement, souvent, l'information descendante, ça ne fonctionne pas forcément toujours très bien. Enfin, ça dépend. Est-ce que ça a été préparé ou pas? Mais l'idée, voilà, je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est de les associer aussi aux actions et qu'eux, ils amènent aussi des questions, enfin, voilà, ou des expériences ou des choses. Ça permet souvent, effectivement, d'avoir des interactions plus riches et puis qui leur servent, en fait. Et pour nous donner une idée un petit peu de l'activité de la CJC, si c'est quantifiable, combien de jeunes, combien de familles vous pouvez accueillir peut-être chaque année? Ouais. Vous avez des données à nous partager? Alors, ça va varier en fonction des années aussi, mais on est globalement entre 300 et 400 personnes. Après, ça dépend entre l'individuel, le groupal aussi. Et du coup, il y a plusieurs manières de regarder un petit peu, entre guillemets, la file active. Mais je dirais entre 300 et 400, parfois peut-être un peu moins, mais on est dans ces chiffres-là. Et ça, c'est plutôt, je pense, individuel. Ouais. C'est vrai qu'on a la consultation CJC sur le lieu du XAPA, mais on a ce qu'on appelle aussi des consultations jeunes consommateurs avancés. Voilà, on parlait tout à l'heure du 4 bis, les permanences qu'on assure là auprès du point accueil écoute jeune du 4 bis, c'est une consultation jeunes consommateurs avancés. C'est-à-dire qu'on se rend sur des lieux de fréquentation de jeunes qui peuvent venir donc sur ce lieu-là pour différentes raisons. C'est souvent des lieux. Alors, écoute jeune, c'est un écoute, donc sur des questions relatives à la santé, mais ça s'inscrit aussi dans un lieu où il y a d'autres services et qui peuvent être aussi des lieux où les jeunes se rendent. De la même façon, on a mis en place une consultation jeunes consommateurs sur des centres de formation professionnelle, sur le centre de Kerlan, auprès de la Chambre de commerce et d'industrie et de la CCI, sachant qu'on avait des actions collectives auprès de cet établissement-là, ces établissements-là depuis plusieurs années, et qu'on a trouvé à un moment donné intéressant, de par les échanges avec les enseignants, les CPE, les infirmières scolaires, voilà, du public qui pouvait avoir des besoins aussi de consultation. Ce n'était pas forcément des jeunes en plus qui peuvent se déplacer parce qu'ils sont en alternance souvent, donc pas toujours de la région, ils sont la semaine sur ce lieu-là, donc ça pouvait être voilà,
du sens, au-delà des actions collectives, de proposer aussi des temps de consultation sur place. Pour un petit peu prendre de la distance par rapport à la pratique en elle-même, du coup, on vous a réunis tous les trois pour nous parler des CJC aujourd'hui. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le lien qu'il y a entre l'ARS et les CJC, les porteurs de CJC? Oui, alors je dirais que l'ARS, on est sur un rôle d'accompagnement qui se traduit à la fois par de l'accompagnement financier et de l'accompagnement peut-être plus technique ou sur des orientations du coup d'action. C'est vrai qu'on a co-construit ensemble du coup ARS et CJC un plan d'action sur 3 ans, donc de 2022 à 2024. Maintenant, du coup, vit sa vie, voilà, donc qui se prolonge. Et ce plan d'action, on l'a pensé sur différents aspects de la CJC. Donc, on a à la fois les modalités d'organisation, donc on pourra revenir un peu spécifiquement là-dessus. On l'a aussi axé sur le développement des compétences des professionnels des CJC, sur le volet formation, analyse de pratique. Mais également donc sur les moyens. Je parlais des moyens financiers tout à l'heure. C'est vrai qu'on a quand même mobilisé une enveloppe de un peu plus d'1,1 million sur la région Bretagne pour développer tout le réseau du coup CJC. On a également travaillé sur les moyens humains, puisqu'on a un petit peu retravaillé les équipes pluridisciplinaires, notamment pour augmenter plutôt les temps d'éducateurs et réduire plutôt les temps de médecins ou les réduire à des sollicitations plus ponctuelles. Du coup, donc on regarde des besoins qu'on avait observés. On a travaillé sur l'accueil, je le mentionnais tout à l'heure, l'idée d'avoir des accueils distincts pour pas que les populations adultes et jeunes se croisent et respecter la confidentialité, comme vous le disiez, Monsieur Pépion. On a travaillé sur les modalités d'accueil téléphonique, puisque souvent c'est la porte d'entrée, c'est le jeune téléphone, et c'est comme ça du coup qu'on arrive à le capter du coup dans la CJC. Donc on a essayé de retravailler un petit peu ça. Les horaires d'ouverture aussi, faire en sorte qu'elles soient bien adaptées au public, par exemple que la CJC puisse être ouverte le mercredi, le samedi, en soirée, pour que les jeunes puissent y aller. Également le volet téléconsultation pour certains jeunes qui pouvaient le souhaiter. On a travaillé là-dessus. Les partenariats, on en a parlé, puis on pourra en reparler tout à l'heure. La communication, parce que l'un des soucis, je dirais, qu'on avait identifié au niveau des consultations jeunes consommateurs, c'était leur visibilité, la connaissance par les partenaires de ce dispositif. Donc, on a vraiment travaillé sur la communication auprès des partenaires, mais aussi auprès des jeunes, parce que et on s'est rendu compte que pour toucher les jeunes, il fallait aussi miser sur les outils numériques. Donc les réseaux sociaux, tout ça, on a essayé de travailler là-dessus. Et puis sur le volet prévention, encourager la participation, vous le mentionniez tout à l'heure, à des activités plus globales de prévention sur les territoires et du coup permettre d'y participer. Je voudrais revenir sur le volet organisationnel de l'ensemble de ces chantiers, où du coup, Corinne l'a déjà évoqué, les consultations jeunes consommateurs avancés, les consultations, les CJC à la demande. Donc, il y a plusieurs formats qui se dessinent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors du coup, c'est vrai qu'au niveau de ce plan, on a vraiment retravaillé les modalités d'organisation pour qu'elles correspondent le mieux aux jeunes et à leurs besoins. Donc initialement, le modèle CJC, il se conçoit, je dirais, en interne d'un CSAPA, d'un centre de soins d'accompagnement de prévention à l'addictologie. Mais ce qu'on a voulu faire aussi pour toucher plus de jeunes, c'est accentuer la dimension de l'aller vers. Aller vers ces jeunes. Et pour cela, du coup, on a développé les modalités d'organisation sur 3 aspects au niveau des CJC. Donc, on a la consultation jeunes consommateurs classique. Les jeunes viennent au XAPA, du coup, et puis ils ont leur circuit spécifique CJC. Il y a également ce que mentionnait Madame Daniel, donc c'est les consultations jeunes consommateurs avancées. Donc là, le but, c'est d'aller à la rencontre des jeunes dans les lieux qu'ils fréquentent. Donc, on peut avoir des consultations jeunes consommateurs avancées dans des maisons pour les adolescents, des points d'accueil écoute jeunes, des missions locales, et d'autres, du coup, que vous mentionniez. Du coup, ça peut être très large. Et la dernière modalité d'intervention, c'est ce qu'on a appelé l'intervention à la demande.
c'est à la demande d'un partenaire qui rencontre ce besoin, il peut solliciter la CJC pour une intervention ponctuelle. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir toucher les jeunes de différentes manières. Les faire venir, aller vers eux et répondre à des demandes ponctuelles. Donc, pour une idée, au niveau de la Bretagne, je disais tout à l'heure qu'on avait 36 consultations jeunes consommateurs à l'échelle de la région. Et sur ces 3 modalités, en fait, on en a 22 classiques, on en a 14 avancées, donc dans les lieux fréquentés par les jeunes, et on a 13 gestionnaires de consultation jeunes consommateurs qui pratiquent les interventions à la demande. Donc, est-ce que vous voulez un petit peu nous parler de comment est organisée votre CJC avancée? Vous en portez une. Oui. En fait, excuse-moi, Non, vas-y. je rejoins ce que disait Mme Morgane. En fait, c'est l'idée et c'est la constante réflexion pour la CJC aussi, c'est de comment arriver soit à faire venir, soit à aller vers et comment réussir à accrocher le public et quel mode de communication utiliser. Et c'est vraiment l'enjeu. Donc tout à l'heure, j'en parlais pas, mais c'est vrai que depuis donc, novembre, on a un collègue éducateur spécialisé qui arrive sur l'équipe aussi, qui est un peu sur ces missions-là aussi d'aller vers et d'amener la compétence éducateur aussi justement auprès de ce public-là. Et c'est précieux du coup pour nous. Et donc après, pour la partie avancée, on a aussi ce qu'on appelle sur la partie XAPA. Parce que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans le XAPA et dans l'offre de soins du XAPA, plutôt destiné à un public adulte, on a la partie CJC qui va vraiment permettre d'aller vers le public jeune entre 12 et 25 ans. Et en fait, on est étroitement lié au XAPA, tout en faisant attention avec une salle d'attente dédiée à la CJC, tout en faisant attention à ce que disait Mme Mangal aussi. Et par exemple, on a des consultations avancées sur certains territoires, consultation avancée XAPA, mais aussi avec une casquette CJC qui peut permettre, si besoin, de s'adapter et de rencontrer aussi un public jeune et de répondre un peu aux mêmes missions qu'une CJC, et puis d'aller un peu se confronter à ce public-là aussi et réfléchir avec eux. Donc c'est un peu la manière dont on le développe. Et après, il y a tous les partenariats qu'on peut aussi avoir, soit conventionnés, soit parfois pas forcément conventionnés, mais qui peuvent nous interpeller aux besoins. Auquel cas, on réfléchit avec eux, on essaie de se rendre disponible au mieux aussi que l'on peut, et en respectant un peu les engagements qu'on a aussi autour. Et après, c'est vraiment là aussi un développement constant de réseau, avec des temps d'interconnaissance à créer, des temps d'échange à provoquer, pour qu'on puisse à la fois nous mieux présenter nos missions, qu'on puisse un peu mieux comprendre les missions des partenaires aussi, et en fonction de tout ça, regarder comment on peut fonctionner ensemble. Donc c'est vraiment un travail qui demande du temps, partenarial, qui est très très riche, et qui se questionne au fur et à mesure, et qui se construit au fur et à mesure en tout cas. Et du coup, pour revenir sur cette question de partenariat, est-ce que dans les travaux communs à toutes les CJC menés avec l'ARS, est-ce qu'il y a un socle de partenariat qui a été identifié ou c'est incontournable pour une CJC de travailler avec tel ou tel acteur? Alors, oui, je dirais que, comme on le mentionnait tout à l'heure, il y a les maisons des adolescents, les points accueil écoute jeunes, les établissements scolaires. Du coup, ça paraît incontournable. Il y a également, je pense, pour toucher le public plutôt jeune fille, tout ce qui est relatif au planning familial, à la protection maternelle et infantile, ce type aussi d'établissement. Il y a également le volet premier recours. Tout ce qui est maison de santé pluridisciplinaire, les médecins généralistes, les centres de santé. Je pense qu'on a un socle. Et puis après, je pense que du coup, ça peut énormément s'étendre. Le but, c'est vraiment, oui, comme je le disais, de toucher le jeune, quel que soit l'endroit où il peut être, au fait. Donc, et je trouve qu'en termes de partenariat, notre premier partenaire, c'est les autres CJC aussi de la région. Complètement. Parce qu'on a des temps d'échange qui sont assez précieux aussi. Où là, on est vraiment dans la réflexion sur qu'est-ce qui fonctionne, comment on peut s'entraider les uns les autres avec des outils communs aussi, et comment on peut réfléchir ensemble aussi à ces problématiques-là. Et je trouve que ça commence déjà là, souvent, et après, du coup, on continue à réfléchir sur une échelle plus locale, avec des territoires qui ne se ressemblent pas forcément non plus à tous les niveaux, donc il y a des spécificités qu'il faut aussi prendre en compte. Mais c'est aussi, je trouve, la richesse de la CJC, c'est d'avoir ce temps d'échange-là et de regarder un peu la dynamique régionale et comment on arrive aussi à extraire des choses intéressantes pour chaque CJC après, quoi. L'échange de pratiques entre pairs. Oui, complètement intéressant, parce que ça nourrit forcément notre propre pratique. En tout cas, ça soulève une question. Alors, effectivement, comme le souligne Pierre, c'est pas toujours applicable. Ce qui peut faire un endroit n'est pas toujours applicable dans un autre. Il y a des histoires, des formes aussi spécifiques. Et puis, le territoire, effectivement,
urbain ou rural, par exemple, voilà, ça il ne va pas être maillé de la même manière que les partenariats. Donc voilà, ça, c'est des éléments aussi qui, forcément, vont interférer dans la manière dont on mène ces partenariats. Ouais. Et j'ai une dernière question, Anita, par rapport aux travaux coordonnés mais co-construits avec les CJC, un cahier des charges par rapport aux missions de CJC. Est-ce qu'on peut dire que l'ARS délivre un label des CJC par rapport à une certaine garantie du service? Oui, parler comme ça. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le terme label, mais en tous les cas, ce que nous, on utilise comme terme, c'est le terme reconnaissance. Parce qu'il y a un cahier des charges national qui existe. Donc, en fait, c'est une annexe à la circulaire d'Exapa. Donc, ça fait partie ça fait partie des éléments réglementaires. Donc, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris ce cahier des charges national, qu'on a adapté aux spécificités bretonnes. Et on a lancé une procédure de reconnaissance des CJC au niveau de la Bretagne à partir de ce cahier des charges adapté à la Bretagne. Donc, en fait, l'idée, c'est, oui, d'avoir les CJC qui correspondent un petit peu à ce sur quoi on s'est tous accordés. Et ensuite, on a des acteurs qui sont reconnus CJC, consultation jeunes consommateurs avancés, intervention à la demande. Et du coup, ça permet, je dirais, à la fois d'avoir côté CJC la reconnaissance, alors je ne vais pas utiliser le terme de label, mais la reconnaissance CJC. Et de notre côté, ça nous permet aussi d'avoir une visibilité sur l'offre de la région. Donc ça, c'est important. Et de suivre les évolutions. Parce que, comme je le disais, on a lancé le plan sur les années 2022-2024, mais ce plan, maintenant, il vit de lui-même. Et les reconnaissances, elles ont vocation à évoluer en fonction de l'offre qui évolue sur les territoires pour répondre au public. Mais du coup, c'est aussi cette reconnaissance importante pour les partenaires qui peuvent vous solliciter aussi, parce que du coup, ils vous orientent des jeunes. Donc, du coup, quand ils vous confient des jeunes, entre guillemets, ça aussi rassure. Donc, ça donne aussi une visibilité pour nouer les partenariats. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire par rapport à tout ce qu'on a déjà évoqué et que vous avez peut-être oublié de dire pendant nos échanges? Peut-être une chose pour moi, c'est qu'on parlait tout à l'heure un peu des premiers temps d'accueil des jeunes. Je trouve aussi que, je ne l'ai pas beaucoup dit tout à l'heure, mais il y a la spécificité de chaque professionnel et des compétences. Oui. Et je trouve ça aussi intéressant parce que ça permet aussi, en fonction des sensibilités ou des craintes parfois qu'on peut représenter en tant que soignant pour un jeune, nous ajuster aux besoins. Et d'un point de vue du fonctionnement, on est assez sensible à ça aussi. Donc, on a un temps de réunion, par exemple, sur Rennes, une fois par semaine, où on évoque un peu ces éléments-là, et puis on regarde un peu comment on peut s'ajuster si besoin, et pour essayer justement de maintenir l'accroche, favoriser le lien, essayer de développer quelque chose au plus près du besoin aussi, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant dans la dynamique que ça crée. Anita, du côté de l'ARS, un dernier mot? Peut-être juste dire que quand même, on a de la chance au niveau de la Bretagne d'avoir quand même des professionnels qui sont très impliqués dans leur pratique et qui sont force de proposition aussi. Donc, on a pu mener aussi ce plan à bien grâce à cette dynamique qui existe du coup entre vous et puis avec nous. Donc, c'est vrai que je pense que ça a fonctionné aussi grâce à la participation de tout le monde. Donc, je pense que c'est quand même à saluer parce qu'il y a une bonne dynamique bretonne. Et si ça peut répondre au contexte breton que j'énonçais au départ, c'est tant mieux. Nous allons prendre quelques questions. On a eu plusieurs questions. Vos paroles m'ont inspiré des questions. Je vais commencer par une première qui est très concrète. Quelles sont les démarches pour ouvrir une CJC sur un territoire qui en serait dépourvu? Alors, je me tourne peut-être vers Anita. C'est double. Alors déjà sur l'aspect, je dirais, réglementaire, après peut-être que du coup, sur l'aspect réglementaire, comme je disais, une consultation jeune consommateur ne peut exister que si elle est rattachée à un XAPA existant ou à une consultation hospitalière. Donc déjà, il faut partir de cette base-là. Après, une fois qu'on part d'un XAPA ou d'une consultation hospitalière, il peut en effet y avoir des zones blanches. On a beaucoup de CJC, mais il reste encore quelques zones blanches sur les territoires. Donc après, l'une de ces structures peut décider d'aller sur un de ces territoires et après, on bascule dans la procédure de reconnaissance que je disais avec le cahier des charges à respecter et du coup, la reconnaissance qui est faite. Voilà sur l'aspect un peu réglementaire, je dirais.
Oui, oui, bah, je suis complètement. Alors, je ne sais pas, enfin, juste pour avoir l'exemple, puisque nous, on développe, comme le disait Pierre tout à l'heure, des consultations dites avancées sur des secteurs là qui n'étaient pas pourvus en termes de soins en addictologie sur le pays de Brocéliande et les Vallons de Vilaine, par exemple, sur le département d'Ille-et-Vilaine. Et effectivement, c'est un travail qui nécessite aussi des prises de contact avec des partenaires, de savoir où est-ce qu'on peut aussi faire ces consultations. Donc, c'est aussi tout un travail préalable quand même de prise de contact aussi avec les acteurs en fait de la santé ou là pour la CJT peut-être de la jeunesse en fait sur place quoi en fait. Sur Pays Brocéliande par exemple, là le collègue ingénieur a travaillé et là il se met en place en fait des consultations au sein de la mission locale de Montfort-sur-Meu par exemple. Et bon, c'est vrai que c'est un travail qui nécessite voilà, de réfléchir et cette interconnaissance aussi avec les partenaires sur place. Ah oui, c'est ça, c'est ce qui permet de bien définir les modalités aussi après d'action. Et c'est vraiment important, je pense, de prendre le temps, de bien se connaître et de réfléchir un peu à comment on peut fonctionner ensemble et après pouvoir aller sur de la partie plus active, on va dire. Mais il y a toute cette partie-là qu'il faut prendre en compte et vraiment ce travail de réseau à faire aussi, qui est très important. J'ai d'autres questions. On va encore profiter de votre présence. Vous avez parlé de quelques modalités d'aller vers, et notamment sur les espaces numériques. Est-ce que vous pouvez aller peut-être un peu plus dans l'exemple? Est-ce que c'est des choses que vous mettez en place au niveau du CJC de Rennes ou plus globalement, est-ce qu'il y a des exemples assez marquants à l'échelle bretonne? On n'a pas en place directement, j'ai envie de dire. Alors, par exemple, par contre, je sais que le point accueil jeune de Rennes est sur le dispositif Promeneur du Net. Et donc, par ce biais-là, effectivement, on peut être un peu le réceptacle de situations, de questionnements. Et donc, de cette manière-là, certains jeunes peuvent aussi nous contacter. Enfin, en tout cas, voilà. Mais nous, directement, on n'a pas mis en place effectivement ce type d'outils numériques. Mais je sais que voilà, d'autres CJC l'ont mis sur Quimper, je crois. Il y a une page Instagram, si je ne me trompe pas, qui a été créée par un autre collègue. Oui, tout à fait. Voilà, c'est des choses qui, effectivement, sur Saint-Valois est en réflexion aussi pour ouvrir une page Instagram. Oui, c'est des choses qui. Après, ça nécessite effectivement de pouvoir y aller, être présent aussi. Voilà, c'est toute cette question aussi de jusqu'où, quels moyens on a et est-ce qu'on choisit ce moyen-là, effectivement, pour cibler les jeunes. Mais oui, c'est sans doute très intéressant actuellement. Mais c'est des démarches qui émergent, du coup, et qui, du coup, aussi avec les partenariats, les promeneurs du net, ça fait des ricochets aussi. Oui, vous n'êtes pas directement, si vous n'avez pas directement installé la démarche vous-même. Voilà, tout à fait. Donc la force du partenariat aussi, ça se fait à ce niveau-là. On s'y fait, ça fonctionne de cette manière-là. Une dernière question, parce qu'on approche de la fin de ce Café Coop. On reste sur les modalités d'aller vers, on passe du numérique, cette fois-ci aux milieux ruraux. Vous avez beaucoup parlé des milieux ruraux et de cette méthode d'aller vers. Alors plus précisément peut-être, à nouveau en partant de l'exemple du CJC de Rennes ou à nouveau en mobilisant d'autres exemples bretons, qu'est-ce qui est mis en place pour aller vers les jeunes ruraux? Étant donné que les CJC vont de 12 à 25 ans, certains ont sûrement des problèmes de mobilité, alors comment on fait pour aller vers eux? L'idée, c'était déjà de se rapprocher d'eux avec des lieux de consultation plus proches, plus neutres aussi qu'un XAPA, dans lequel je pense qu'il y a ce souci-là aussi de peut-être déstigmatiser ou en tout cas de rendre le soin rendre les choses moins complexes, en tout cas pour venir jusque nous. Et donc nous, c'est aussi l'idée d'aller au plus proche d'eux sur des zones un peu stratégiques géographiquement qui permettraient à des personnes qui auraient du mal à venir sur Rennes, par exemple pour nous, de venir nous consulter, mais ailleurs. Pour en tout cas, ça c'est pour la partie individuelle, si on est sur un modèle plus consultation. Et après, il y a aussi ce qu'on disait aussi sur ce qu'on appelle les zones blanches, en tout cas, où on va directement aussi avec les partenaires pour peut-être plus des modalités groupales aussi, pour essayer d'aller se faire un peu connaître et expliquer que justement, on sera présenté à l'endroit s'ils le souhaitent pour quelque chose de plus individuel. Et il y a tout ce travail de communication et d'aller vers qui se fait en tout cas sur ces modalités-là aujourd'hui.
Je me dis aussi peut-être que le numérique, c'est une manière de faire de l'aller vers aussi quelque part, de nous rendre plus visibles sur des plateformes qui sont plus utilisées par un public jeune, avec tout ce qu'on s'en dit aussi. Parce que c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a aussi, c'est ouvrir des choses, c'est intéressant, mais après, comment on va l'alimenter, qu'est-ce qu'on va y mettre? Il faut que ce soit aussi des choses qui soient validées d'un point de vue aussi national, régional, etc. Donc c'est comment après on le fait vivre pour envoyer le bon message aussi et pas perdre les gens non plus dans tout ça. Je n'ai plus de questions. Eh ben, merci. Merci à tous les trois pour vos éclairages. Merci aux personnes derrière leur écran donc, qui ont participé et écouté cet échange. On vous souhaite un bel été et puis on se retrouve à la rentrée en septembre.